Nous sommes donc le 17 mai 2023 et nous sommes réunis ce soir, mes frères et mes sœurs, pour faire un tour de l'actualité de ces dernières semaines. Tour de l'actualité à la fois exhaustif et objectif. Alors, j'ai quand même réussi à trouver une bonne nouvelle. Il y a un truc pour lequel la balance commerciale du pays est excédentaire. Oui, juste derrière l'aéronautique, et c'est le pinard. Plus 15 milliards. Eh oui, sachez donc que si vous buvez du vin dans l'avion, vous dopez le PIB. Une autre bonne nouvelle qui vient de loin, avant d'attaquer un gros dossier, Donald Trump a été condamné pour agression sexuelle, a versé donc 5 millions de dollars à la victime. Je sais pas ce qu'il a fait, mais là, voilà. Alors lui, il dit qu'il n'était pas au courant, il a même déclaré « Je ne connais pas cette salope ». Dans le même temps, Joe Biden, l'actuel président, a décidé de se représenter. Mais il ne se rappelle plus quand et pourquoi. Alors revenons à Donald Trump. Le concernant, bon, c'est le début d'une longue liste de procès à venir. Le Capitole, les bidouillages électoraux, magouilles financières, vol de documents classés secret défense, etc. Il va peut-être avoir plus de procès que Sarkozy. Il me manque. Et alors, entre autres de ces procès, c'est là où c'est intéressant, Donald Trump, donc, il y a l'affaire Stormy Daniels, hein, une actrice porno. Alors, pourquoi il y a eu procès? C'est là que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, donc, il a donc versé, via son avocat de l'époque, hein, aussi pourri que lui, 130 000 $ à Madame Stormy, hein, je ne suis pas sûr que ce soit son vrai nom. Voilà, avec qui il aurait eu une liaison à la sortie des toilettes en 2006, pour qu'elle se taise, c'est à 15 jours du premier tour de la présidentielle. Voilà, alors, c'est pas du tout ça le problème, ni la liaison, ni l'accord financier, ça, aux États-Unis, ça passe, mais le problème, c'est que l'avocat, donc, a payé Madame Stormy, et Trump a remboursé l'avocat sur les frais de campagne. Et oui, 130 000 $ non justifiés aux États-Unis, procès. Imaginez chez nous. La même chose, c'est la Légion d'honneur. Voilà, et pour rappel, voilà, notre président de la République actuelle, hein. Oh toi, Seigneur, génie des génies, fais-nous dessus. Donc Macron a toujours une enquête judiciaire en cours contre lui pour, rappelez-vous, donc financement illégal des frais de campagne de 2017. 2017, c'était il y a 6 ans. Hein. On a l'impression que ça fait 60, mais ça, c'est le ressenti. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc, McKinsey, un cabinet de conseil, hein, qui a écrit la réforme des retraites, a mis à la disposition du candidat pendant toute la campagne présidentielle, souvenez-vous, donc, 15 salariés pendant des mois. Voilà. On attend. Mais restons optimistes, la vérité va finir par éclater. Regardez, on vient d'approuver les comptes de campagne de Pompidou. Mais revenons à Donald Trump, donc, la question qui se pose là-bas, c'est intéressant par rapport à nous, c'est peut-il être candidat encore, quand il a un procès, tout ça? Alors là-bas, oui, un candidat peut se présenter à l'élection, même condamné. Et je me suis renseigné, tenez-vous bien, il peut même se présenter à l'élection en prison. C'est voilà, imaginez chez nous, Balkany. Voilà. Il me manque aussi.
Oh, mais c'était des repères, ces mecs-là. Balkany, Sarkozy, à une époque où on est perdu, manque de repères, de valeurs, c'était des phares dans la nuit. Tu vois, c'était écrit là, enfoiré. Donc, imaginez Balkany à la santé, le soir des élections municipales, en direct de sa cellule, en tant que nouveau maire de Levallois. Sinon, alors, une info avant d'attaquer le gros dossier. Symptomatique de l'époque, c'est concernant la PMA. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, la procréation manuellement automatique. Donc les femmes vivant en couple se sont battues, avec juste raison, hein, pour obtenir la PMA. Rappelez-vous, ça a été chaud, hein. Il y a eu des débats, des échanges, ça a été violent. Bon, maintenant, donc, elles ont droit à la PMA, tant mieux. Eh ben, elles font plus d'enfants. Merde! Depuis janvier 2021, il y a eu 21 naissances avec la PMA. Pourtant, on vit dans un monde qui donne envie de faire des enfants. C'est ma meilleure blague de la soirée. Et cette nouvelle étonnante aussi, alors vraiment à l'image de l'époque, c'est qu'on aurait capté des messages venus d'ailleurs, avec un télescope géant, venus de très 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 loin, et qui seraient des signaux, voilà, qui pourraient être une preuve de vie extraterrestre. Wow. Alors les scientifiques sont en train de décrypter, traduire ces messages qui nous seraient adressés. Moi je connais déjà le contenu. Bande de cons. Et puis alors c'était il y a quelques semaines, mais vraiment à l'image de l'époque aussi, c'est vraiment, vous vous rappelez, un mystérieux ballon géant de 30 mètres de large, hein, c'est pas un ballon de rouge, hein, et a été vu, il planait au-dessus du ciel américain. Hein, voilà. Alors d'après les États-Unis, il s'agissait d'un ballon espion chinois qui volait au-dessus de sites sensibles pour recueillir des infos. D'après la Chine, non. Il s'agissait d'un engin de météo qui a dévié de sa direction parce que quelqu'un a pété. Alors, le ballon a été abattu le 4 février et derrière, 3 autres objets non identifiés ont été abattus ici et on ne connaît toujours pas les propriétaires. Est-ce que c'est la Chine, la Russie, l'Inde? On a envie de leur dire à tous, quand même, pour espionner, utilisez Google Maps. Et puis, et alors ce drame. Déjà qu'on n'a pas le moral, qu'on va pas bien. Moi, le monde s'est écroulé. Le Dalai Lama. Je sais pas si vous avez vu. En français, donc ça veut dire océan de sagesse. Il s'est noyé dedans. Prix Nobel de la paix, je sais pas si vous avez vu la vidéo, s'est fait sucer la langue par un gamin. En public. Scandale! Normalement, c'est réservé aux cathos. Bon, sinon, alors là, on va attaquer un des gros dossiers de la soirée. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui allaient prendre leur retraite à la fin de l'année? Il y en a? Ouais? Bon, est-ce qu'il y a des gens dans la salle est-ce qu'il y a des retraités dans la salle? Oui. Bande d'enculés! Voilà. Ne les applaudissez pas! Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Oui. Je sais pas quoi vous dire là, c'est... Passez à autre chose. Voilà. Alors, la réforme des retraites. Bon, c'est validé, c'est tamponné, hein. Bon, ouais, c'est quasi cuit, là, hein. Bon. Alors, un petit résumé. Alors, pour moi, c'est un mec de droite qui a fait le meilleur résumé de la réforme des retraites, hein. Xavier Bertrand, hein, le neuneu du Nord, qui a prononcé cette phrase magnifique.
Quand certains au gouvernement parlent de justice sociale, ils sont aussi crédibles que moi quand je parle de régime amincissant. La droite fait de l'humour, c'est vous dire à quel point on est dans la merde, là. Hein, voilà. Alors, la réforme des retraites, bon, on peut le dire, bon, dès le départ, bon, c'était un peu foireux. Bon, c'est-à-dire que tout le problème était dans cette phrase, la réforme est nécessaire et indispensable, mais nous écouterons tout le monde. Alors, Elisabeth Borne, oh merde! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est pas de sa faute, mais... il aurait fallu quelqu'un de joyeux pour nous annoncer ça. Elle arrive, bon, elle t'annonce une bonne nouvelle, tu demandes à quelle heure est l'enterrement. Donc Elisabeth Borne, to be alive. Non, je fais exprès de mettre des trucs nuls au début, comme ça le reste paraît intelligent. Voilà. Alors Elisabeth Borne, qui donc, au fur et à mesure du débat, s'est tendue. Hein. Déjà au départ, elle est un tout. Alors, sur la fin, elle était très tendue. Et puis, elle a prononcé des phrases genre après la concertation, il n'y a plus de concertation. C'est pas faux. La fatigue. Alors, et puis, par exemple, ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Alors, tout le nœud du problème est là. La vérité. Alors, justement, concernant la réforme des retraites, prenons un exemple. Hein, on ne va pas tout éplucher la réforme, mais par exemple, les 1200 €. Hein, vous vous rappelez, les 1200 € de retraite minimum pour tous, hein, qu'ils avaient annoncé, voilà, c'était un peu, c'était la tête de gondole, hein, c'était la vaseline qui faisait passer le gros Godemichet, tu vois, c'était le... Tout, c'était là-dessus, oui, doit travailler. Mais alors, réforme minimum pour tous. 1200 € pour tous. Toi, oui, toi aussi. Petit. Voilà. Et alors, ils ont envoyé, évidemment, les députés, les élus de la majorité sur tous les plateaux de télé, de radio, pour vendre les 1200 € pour tous. Et alors, le problème, c'est que, au bout d'un moment, on se dit tous, mais qui tous? Qui sont ces tous? Et là, les mecs allaient sur les plateaux de télé, ça touchera 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. La retraite pour tous. 1200 €. Ouais, qui est mieux? Moi! Voilà. Et finalement, mais tout ça est vrai, hein, c'est en expliquant sur les plateaux de télé qu'ils se sont aperçus qu'ils racontaient des conneries. Ouais, parce qu'en fait, il y a un stagiaire qui a pris sa calculette. Comme ça, puis il a regardé, il a fait... et puis il est revenu, et il dit, les gars, je crois qu'on s'est trompé. En fait, ça va pas toucher 2 millions de personnes, mais 40 000 retraités chaque année. Les mecs ont fait, oh merde, faut qu'on y retourne. Voilà, et puis alors là, il y a un autre stagiaire qui a fait, j'ai recompté. En fait, ce sera 10 000 retraités par an. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, sont-ce des amateurs ou des menteurs? Il y a photo. Alors, à noter que l'opposition s'en est rendu compte au même moment. Voilà, je sens la salle à gauche ce soir. Alors, donc, Elisabeth Borne, to be alive, très énervée sur la fin quand même, fatiguée, énervée, et puis qui a prononcé une phrase magnifique, comme ça elle était là genre « Oh, vous m'énervez, on pourrait aussi ne rien faire et laisser ça à nos successeurs. » Eh bien vous voyez qu'il y avait une solution alternative. Ils y ont pensé qu'à la fin. Alors maintenant sur le fond, pourquoi cette réforme? Alors, c'est pour amener le système à l'équilibre. Tout à fait. Mais alors attention, hein, sans augmenter les impôts et les charges. Pourquoi? Parce que... Voilà. Parce que à partir de 2030, hein, si on est encore vivant,
il y aura des équilibres au niveau des retraites. Il va manquer 12-13 milliards par an. Alors, et en même temps, on apprend, mais juste à la période, que la loi de programmation militaire a été votée, je ne sais pas si vous avez vu, pour un budget total de 413 milliards. Là, c'est plus 3 milliards en 2023. Allez, on y va. Là, 413 milliards. 34 ans de déficit des retraites. Voilà, j'ai fait le calcul. Hein. Voilà, donc en fait, c'est clair, on va bosser plus longtemps pour l'armée. Voilà. Alors, vous me direz pourquoi on augmente le budget de l'armée. Ben, c'est parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre à la télé. Il y a non, puis l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Par exemple, on ne sait jamais, la Suisse. Oh, rigolez hein, ou bien, et puis un jour, hop là hein, la Belgique. On ne sait jamais, hein. Bon là, une fois, hop là hein, l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est réarmée. Bon, j'ai confiance. Mais à chaque fois qu'elle s'est réarmée, mais j'ai confiance. Voilà, dans le doute, j'ai quand même appris l'allemand. Voilà, donc on va fabriquer des nouvelles armes parce qu'il y a guerre. Voilà. Alors par exemple, hein, parce qu'on n'arrête pas de nous dire on n'a plus de pognon, par exemple on va fabriquer un nouveau porte-avions pour la modique somme de 5 milliards. Alors 5 milliards prévus, donc il va coûter 10. Alors on n'a pas encore le nom du porte-avions. Moi j'ai une idée, on pourrait l'appeler 49.3. Hein? Ah ben, c'est jamais si les Allemands nous attaquent. Hein? Ah, on va vous envoyer 49.3. Ah bah la ligne Maginot à côté, c'est de la rigolade. Hein? Alors pourquoi, vous me direz pourquoi on fabrique un porte-avions? Alors, parce que pour le ministre de la Guerre, il a dit c'est pour la puissance et le prestige de la France. Bon, alors, là aussi, le ministre de la Guerre, on lui a dit, oui, par exemple, en ce moment, bon, il y a la guerre en Ukraine, l'utilité d'un porte-avions... Bon, là, il était emmerdé, on l'a vu, là, c'est pour ça qu'on pense à la Belgique. Non, mais c'est vrai qu'en Ukraine, un porte-avions... Moi, j'ai regardé la carte, effectivement, il y a quand même un bout de terre de 400-500 km de... Ou alors, faut le porter, mais c'est un peu... Non mais on est capable, hein. Alors, tout ça, un nouveau porte-avions, en espérant que celui-là va marcher. Parce que, alors, l'autre, le Charles de Gaulle, et là j'ai retrouvé des notes, hein, qui datent de l'autre revue de presse. Souvenez-vous, le Charles de Gaulle, la galère. Il a été plus souvent, tout ce que je vais vous dire après est strictement vrai, plus souvent en réparation qu'à la guerre. Il y a des conflits, ils l'attendent encore, hein. Parce que, alors, l'histoire de Charles de Gaulle, tout ce que je vais vous dire est strictement vrai. Une fois fini, hein. Alors, vous voyez, donc, porte-avions, hein, c'est quand même un... Bon, voilà, tout le porte-avions, et, ça y est, à la tourelle de commande, que ça. Alors, une fois qu'il est fini, alors, ils l'ont pas mis tout de suite à l'eau. Ils ont eu peur, ils se sont dit, putain... Tu vois, ils savaient pas s'il allait flotter, donc... Et alors, quand même, à un moment donné, ils disent, bon, on va quand même le mettre à l'eau. Et là, il flotte. Donc, les mecs font... Putain. Et là, ils disent à celui qui allait conduire le truc, bah, vas-y, le mec rentre dans la tourelle. Tout ce que je vais vous dire est strictement vrai, hein. Et le mec se met dans la tourelle, comme ça, c'est lui qui commande tout, hein. Et là, il fait, je vois rien. Parce qu'en fait, ils avaient oublié... Bon, il y a du double vitrage, hein, dans les... Pas comme chez nous, hein, c'est des trucs épais comme ça, hein. Et ils avaient oublié d'enlever... Il y avait un filet plastique au milieu. Donc, le mec dit, moi, je veux bien, hein,
mais on va rentrer dans quelqu'un, tu vois. Donc ils ont obligé de refaire tout ça, ça coûte des millions, c'est pas fini, c'est que le début. Ensuite, ils font monter les aviateurs hein, sur le porte-avions, hein. Ils leur disent, bon bah voilà, regardez, vous avez vu. Et là, ils s'aperçoivent que la piste de décollage est trop courte. Pas grand-chose, hein, 5-6 mètres, hein, mais... Et là, les aviateurs, ils font, ah non, on n'y va pas, nous, tiens, alors là, c'est... Donc là, ils sont emmerdés, donc ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont appelé les croisières Costa. Toi, en se disant, on fait une piscine dessus, on sait jamais. Voilà. Et alors, les croisières Costa, on n'en pas voulu. Donc, ils ont allongé la piste d'atterrissage. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est pas fini. Ensuite, ils se sont aperçus qu'il y avait un surpoids de 4000 tonnes. Ensuite, des problèmes de condenseurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais de safran. Alors ça, de peinture corrosive. Ouais, parce que le mec qui a peint enfin, il n'était pas tout seul, hein, parce que sinon... Donc ils ont peint, je vois qu'après ils l'ont mis dans l'eau, et ils se sont aperçus que la peinture tenait pas l'eau de mer. Non, parce que les mecs qui l'ont peint, ils se sont dit, oh, ils vont le mettre dans un lac, de toute façon le truc, c'est... Donc il est obligé de tout repeindre, des millions. Ensuite, problème d'électropompe qui chauffe, de liquide de freinage défectueux, et le meilleur, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, à un moment donné, les mecs, ils disent, ils flottent. Bon, déjà, voilà, ils changent les vitres, ils rallongent la piste d'atterrissage, ils leur peignent, et là, ils disent, bon, on va le faire démarrer. On va juste faire un petit tour, parce que bon... Et là, il faut un petit tour, que c'est, oui, le mec qui conduit, il fait, il y a un problème, les gars. Et alors, mais tout ce que je vous raconte est strictement vrai. Et il y a une hélice, parce qu'il y a 2 hélices derrière, il y en a une qui est tombée. Elle s'est pas décrochée, hein, elle est tombée, elle est au fond, là. Hein. Et le mec qui conduit, moi je veux bien, hein, les gars, mais là on tourne en rond. Hein. Voilà l'histoire du Charles de Gaulle. Et alors au niveau pognon, c'est con. On avait la poule aux œufs d'or, les autoroutes. Vous vous rappelez? C'est con, on a privatisé. Et depuis, Vinci et compagnie, donc, font des super profits, je ne sais pas si vous avez vu, des super profits de 20 milliards d'euros par an. Tu vois, il nous manquait 13, il y avait même une marge. Et là, le ministre de l'économie, hein, Bruno Le Maire, que les trisomiques du monde entier nous envient, a fini par déclarer, parce qu'on lui a dit, Vinci, quand même, là, c'est con un peu. Et là, le mec a fini par dire, oui, effectivement, nous nous sommes trompés. Il y en a, t'as envie de les nasuler, tu vois, de les sodomiser par le nez. Alors, mais revenons à la réforme des retraites. Alors, donc, elle est indispensable. Hein? Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui! Alors, on continue. Alors pourtant, bon, il y a 2-3 hic. Par exemple, bon, j'en ai noté un, on va pas tout éplucher. Par exemple, le report de l'âge légal 62-64 va créer 100 000 chômeurs de plus de 60 ans. Pourquoi? Eh ben parce que un Français sur 2 déjà maintenant qui arrive à la retraite est sans emploi. Le but du gouvernement, c'est arriver à 2 sur 2. Voilà, sinon, alors, un petit historique du feuilleton. Alors, on a eu droit avec un premier suspense insoutenable. La droite va-t-elle voter la réforme? On va tellement mal que c'est la droite qui a les clés, c'est vous dire. Alors, le problème, bon, à droite, là, bon, c'est que... Bon, ça part un peu dans tous les sens, là, on peut le dire. Hein, ça devient des anards à droite. Et alors, ça va mal à droite, enfin, c'est pire que la gauche, c'est vous dire. Alors, la gauche. La gauche. La gauche qui donc avait, avec la réforme des retraites, un boulevard devant elle, hein, vraiment. C'était fléché. Elle a pris l'impasse. Ça, c'est la gauche. Hein. C'est la gauche, quand il y a un chemin tout tracé, tu leur dis, les gars, allez par là, vous allez tout récolter. C'est fléché. Ne changez pas de chemin. Hein. On va prendre l'impasse. Voilà.
La gauche qui essaie, donc, alors j'ai noté en ce moment, d'organiser une agora pour une éventuelle candidature unique aux élections. Une agora à gauche, c'est un ring de boxe. Hein. Alors, ils se foutent sur la gueule. La gauche, alors la gauche qui se fout sur la gueule, c'est un pléonasme. Mais là, en ce moment, la gauche, c'est... Il y a machin qui a dit qu'il pourrait travailler avec Cazeneuve. Oh, hein, c'est pas possible. Et puis là... Et puis après, il y a Bidule qui a dit que la NUPES, c'est une camisole. Ah, toi-même. Bon, c'est un petit résumé. Alors, mais la gauche qui veut, tout en se foutant sur la gueule, qui veut, de la vie générale de tous les partis de gauche, fédérer, apaiser et dialoguer. Ça rappelle le Covid. Voilà. Et alors, fédérer, apaiser, dialoguer, alors, c'est là qu'est l'os. Il y a des mélenchonistes dans la salle Il y en a? Ouais. Tout va bien. Non, alors, parce que, voilà, allez pas nous l'énerver, hein, parce que c'est... Alors, fédérer, apaiser, dialoguer, on peut le dire, bon, c'est pas les qualités premières de Mélenchon. Ne riez pas, parce que ça va là... de Mélenchon. Alors, celle du problème Mélenchon, c'est l'encombrance. C'est... Bon, il est, comment dire, un peu spécial. Il est atypique. Il est, il faut le reconnaître quand même, Mélenchon a sauvé la gauche du naufrage à un moment donné, et en même temps, il coule le bateau. En fait, c'est l'atout boulet. Alors, Mélenchon, qui au départ, normalement, hein, vous avez vu, n'a pas voulu se présenter à la députation parce qu'il voulait se mettre en retrait. Il voulait apparaître, je cite, comme un sage. C'est la deuxième meilleure blague de la soirée. Mélenchon, un sage, je veux dire, c'est un peu comme un lion qui veut être végétarien. C'est un peu... Et alors, le problème de Mélenchon, c'est très simple. Un des problèmes, c'est... Il veut passer le relais, hein. On le sent qu'il veut passer le relais. Il veut passer, mais il ne le lâche pas. Et dans ces cas-là, comme en athlétisme, t'arrives dernier, hein. Voilà. Alors, moi je pense que... Alors, puisque tu connais personnellement Mélenchon, moi je pense qu'il devrait faire du yoga. Voilà, avec plein de positions très compliquées, vous savez, il pourrait éventuellement rester coincé. Ou alors attaquer une période de dédiabolisation. Peut-être. Bon, ça marche, hein, regardez, ça marchait avec la blonde. Voilà, hein. Ah bah, toute l'élection présidentielle, hop, là, elle a passé à caresser ses chats. Ça calme, hein. Ouais, quand quelqu'un t'attaque, machin, etc., tu es là... Oh là là, caresse sa chatte. Enfin, son chat. Ou je n'ai même pas fait exprès. Alors, et moi je pense que Mélenchon, il faut se cotiser pour aller acheter un chat. Voilà. Et puis dès qu'il sent qu'il va s'énerver, hop, il caresse le chat. Alors, le problème avec Mélenchon, c'est que je pense que le chat va mal finir. Bon, voilà. Et alors, en plus, déjà que c'est le bordel à gauche, il y a eu, alors déjà, qui se foutent sur la gueule, le retour d'Adrien Quatennens. À l'Assemblée nationale, celui qui a mis une claque à son ex, hein, vous vous rappelez. Alors là, à l'heure où je vous parle, normalement, il devra avoir fini son stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. C'est pour récupérer des points. Et donc, quand il aura tous ces points, donc il devrait réintégrer, parce que les Insoumis ont voté, ce qui est très rare chez les Insoumis, pour sa réintégration au milieu d'eux. Alors évidemment, les autres alliés de la NUP, les socialistes, et les écolos, la gauche, c'est drôle.
Et alors, ils ont gueulé. Non, c'est un scandale, faut pas qu'ils reviennent, etc. Bon, mais le problème de Quatennens, si vous voulez, c'est que un mec qui a fait la même connerie que lui, mais si tu veux, châtain, physique passe-partout, tu vois. Il revient sur les bancs de l'Assemblée au milieu des autres. Personne ne voit rien, tu vois, il est là, les autres ont même pas... Ah tiens, il est là, Quatennens. Il est fluo. Voilà, sinon pendant ce temps, donc d'après les derniers sondages, c'est que des sondages, mais enfin... Marine Le Pen, donc, a pris plus 6,5% dans les sondages. Eh oui. C'est-à-dire qu'en gros, la gauche manifeste, l'extrême droite engrange. Il y a une couille. Il y a l'extrême droite, hein, donc c'est un parti popcorn, tu vois. Ils en bouffent en attendant que ça passe. Alors, c'est la petite bête qui monte. Alors, ça m'a rappelé cette phrase de Camus que j'ai retrouvée. C'est quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre des nouvelles. Voilà. Alors, revenons à la réforme des retraites. Alors, le problème depuis le début, bon, bah, ça a été c'est le dialogue. Il y a le dialogue. Alors, Elisabeth Borne, qui a enfin, une fois la réforme votée, 49.3, qui s'est dit « faudrait que je rencontre les syndicats ». Non, mais rigolez, mais c'est pas facile. Alors, elle rencontre les syndicats à Matignon, enfin, le 5 avril. Hein, donc, hein. Et alors, voilà où est le problème. D'après les syndicats, la réunion était une impasse et un échec. D'après Elisabeth Borne, cette rencontre marque une étape importante. Il est là le problème. Ils n'étaient pas à la même réunion. Alors, Elisabeth Borne, quand même, moi, je trouve gagnante dans le concours de la phrase la plus drôle de l'année. Vraiment, alors là, c'est... Attention, et c'est très court, mais c'est très drôle. Hein. Attention, hein, concentrez-vous. Elisabeth Borne, je pense être encore utile. Ah mais non, mais c'est impossible. Avec l'autre. Oh, toi, Seigneur, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien, fais-nous dessus. Comment vous voulez? Avec Macron qui s'occupait déjà de tout avant, omniprésent, omnipotent, comme ça, et qui s'occupe encore plus que tout, partout, surtout. Voilà, il est réindustrialisateur, fraudateur, immigrateur, baisse d'importateur, record du monde d'interviewtateur. Il est, on se demande, à un moment donné, Macron se dit, mais pourquoi il a des ministres, en fait? Même lui, il se demande. À chaque conseil des ministres, les mercredis, comme ça, il arrive dans la salle, il fait, c'est qui ces gens? Et c'est un conseiller qui lui dit, mais c'est les ministres. Ah oui, c'est vrai. La rigolade. Alors, tout au début de la réforme, hein, souvenez-vous, on est en février, hein, au gouvernement, beaucoup tablaient sur donc la résignation de la population. Il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, on sort de 2 ans de pandémie, les gens en aura le cul, vont faire 2 manifs et puis ils vont rentrer chez eux. Bon, ils savent capter l'opinion quand même. Hein. Alors, résultat des courses, dernière manifestation, 1er mai, il y avait encore donc 2 300 000 personnes dans la rue, hein, selon les syndicats, 230 selon la police. Non mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça a toujours été, c'est le problème de comptage. C'est à chaque manif depuis la nuit des temps, syndicats, ministre de l'Intérieur. Alors, je me suis renseigné. Bon, alors, parce qu'au niveau des... Comment on fait? Au niveau des syndicats... les compteurs, ils ont, c'est vrai, hein, c'est toujours des compteurs manuels. Voilà. Alors bon, au niveau des syndicats, on peut le dire, ils appuient très vite. Voilà, ils sont plusieurs à compter en même temps, avec un compteur dans chaque main. Ils sont là la veille.
Voilà, le jour même, ils comptent tout, les gens dans les appartements, un quart de japonais, après ils reviennent, ils revérifient, voilà. Alors, au niveau de la police, alors c'est pareil, c'est compteurs manuels, mais ils appuient moins. C'est-à-dire qu'en fait, le mec est tout seul à compter, quoi, pour toute la France. Donc, bref, il y a eu beaucoup de monde dans la rue, et à un moment donné, c'est avéré qu'il y a un problème. C'est que les manifs, pendant des semaines, se sont très bien passés. Alors, visiblement trop bien passés, le gouvernement lui-même était content. Il disait aux syndicats, alors, bon, qui est super bien organisé, vous devriez nous aider. Alors, ils ont donné satisfecit, etc. Du coup, les syndicats, ils étaient un peu énervés. Ils se sont dit, bon, c'est ça, on va durcir le mouvement. Et il y en a même un qui a dit, on va mettre la France à l'arrêt. Alors, bon, là, Olivier Véran... Ah! Excusez-moi. Donc, Olivier Véran... Ah! Non mais c'est pareil, lui, non mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait, putain? Pourquoi on a dû pêcher? On n'est pas au courant. Déjà, là, il y a le USB de borne, le Spectre, et Olivier Véran, là, tu le vois, t'as un virus, enfin, ils sont un sup... Oh! Merde! Donc, Olivier Véran, qui, après avoir entendu les syndicats, prononce cette phrase magnifique... Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Et là, même ses potes sont venus le voir, là. Lui ont dit, Olivier, prends 3 jours. Voilà, et il s'est pas arrêté, là, le même Olivier Véran. Ah! Voilà, qui encore, avant la rencontre entre les syndicats et Elisabeth Borne, qui a déclaré à propos de Laurent Berger, « Je pense au fond qu'il n'est pas d'accord lui-même avec ce qu'il dit. » Là, ses potes lui ont dit « Prends une semaine, là. » C'est-à-dire qu'on dirait, en fait, qu'ils font exprès d'énerver. On a l'impression que c'est une stratégie, enfin, c'est... Que tu vois, c'est... Et encore, pendant tout le débat sur les retraites, Macron était en retrait, pour mieux prendre de l'élan plus tard, en retrait des débats. Rappelez-vous, pendant tout le débat sur les retraites, il a beaucoup voyagé. Il est allé, par exemple, parce que comme nous, ça marche plus, il est allé donner des leçons aux autres. Il est allé en Afrique, par exemple. Vous vous rappelez, en République démocratique du Congo, je ne sais pas si vous vous rappelez, la conférence de presse avec le président de la République démocratique du Congo. Le mec, il était là, genre comme on le connaît, tu vois. Oui, enfin, c'est bien beau votre pays, mais enfin, vous faites quand même n'importe quoi. Enfin, moi, je veux bien venir, je suis gentil, je suis blanc, mais enfin, bamboula, merde. Grosso, tout ça pour dénoncer la France-Afrique, hein. et dire le colonialisme, vraiment, c'est fini. Hein, bamboula? Ah là, mais, et je sais pas si vous regardez l'image, hein, on voit le président de la République démocratique du Congo j'allais dire qui rougit, non, on peut pas, mais on le voit vraiment en colère. Il est à un moment donné, tu regardes, il dit que, moi je me suis dit, il va le manger. Et j'ai eu cette image dans la tête, vraiment. Tu vois, je voyais là. Et j'ai été heureux pendant quelques minutes. Alors. Sinon, non, pas de violence, s'il vous plaît. Hein? N'allez pas à Amiens. Acheter des chocolats. Alors. Donc, après, il était allé en Chine. Et en Chine, en Chine, vous avez vu, il a pris un bain de foule. Voilà, il n'y a que là-bas qui peut maintenant. Hein, sinon, en France, il ne se lave plus. Et en Chine, alors tout d'un coup, moins d'honneur de leçon. Parce que lui, son adage à Macron, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Parce qu'on peut le dire, bon, la Chine est un pays un peu plus puissant que le Congo.
Voilà. Et là, et dès qu'il est parti, alors, je sais pas si vous avez vu, il va là-bas en Chine, et puis alors évidemment, comme il sait tout, il a des solutions à tout, il est omnipotent, et il dit, il va régler le problème, lui, la guerre en Ukraine, j'en parle au président chinois, Taïwan, tout ça, laissez-moi faire, les gars, bon... Alors, le président chinois, évidemment, qui n'est pas né de la dernière pluie, il le regardait comme ça. Oh, le crétin. Tu vois. Mais vraiment, ça se voyait dans ses yeux. Il ne lui a pas dit parce que c'est... tu vois, mais genre... Oh là là. Et alors, il repart, il fait... Oui, oui, je vais parler, c'est bon, là. Il part, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Le lendemain, déploiement militaire de la Chine tout autour de Taïwan. Et là, le président chinois fait « Ah, t'as un cratin !» Voilà. Ah, mais c'est pareil, c'est à chaque fois... Souvenez-vous, la guerre en Ukraine, la réunion de la dernière chance sur la table de 10 mètres de long, là. Voilà, il est allé là-bas, lui, non, je vais régler le problème, les gars, c'est bon. Voilà, 2 jours plus tard, invasion de l'Ukraine. Et allez, hop, ah bah, faut pas l'inviter, lui, hein, c'est... Ah non, mais c'est une bille. C'est un psychopathe, mais c'est une bille. Alors, même, vous avez vu les agences de notation, là, moi, je croyais qu'ils avaient disparu, les agences. Non, ils sont encore là. Ils ont donné, vous avez vu, la note de la France a baissé. On est passé de AA à AA-. Voilà. Pourtant, on a tout fait en fonction d'eux. Hein. C'est la réforme des retraites, enfin tout, etc. Et pourtant, on a le Mozart de la finance aux manettes. Normalement, on devrait avoir ha plus. Voilà, le Mozart de la finance. Imaginez si on avait Klederman. Hein? Eh bien, je pense qu'on l'a. Alors, donc Macron, hein, ah, toi, Seigneur, qui, bon, de toute façon, il énerve naturellement. Il est comme ça. Il y a des gens qui ont un... Tu le vois, il y a des gens qui ont des tu vois, il n'a même pas parlé, tu fais... Ah, ta gueule. C'est bête parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants à dire. Enfin, je pense pas, mais... tu vois, dès qu'il parle comme ça, celles et ceux qui... Et, alors il s'était tu, tant mieux, pendant toute la réforme des retraites, et il a fallu qu'il parle. Alors d'abord, il y a eu, souvenez-vous, sa première interview au 13h avec 2 journalistes, enfin qui étaient là, c'était des pots de fleurs, et... interview, alors parce que c'était chaud dehors, comme ça, ce qui était fait normalement pour calmer le jeu. Et alors, résumé pour ceux qui l'ont pas vu, hein, de toute façon, c'est vous êtes une bande de cons, heureusement que je suis là. Et à ce moment-là, moi, j'ai vu apparaître un homme. Un homme qui n'est plus un homme. Il est un demi-dieu. Pourquoi demi? Un dieu. C'est pour ça qu'il n'habite plus avec nous. Il loge dans l'Olympe avec ses pairs, et de temps en temps, il prend l'apparence d'un être humain et descend parmi nous, nous expliquer comment, grâce à ses pouvoirs magiques, il va nous sauver de nous-mêmes. Hey! Son magnifique et féerique bilan, que lui seul peut décrypter, échappe au cerveau moyen du commun des mortels, dont les connexions synaptiques insuffisantes le limitent au bêlement et au jappement. Il possède la raison, hey! La vérité universelle, que dis-je, galactique. Oh! Il n'est ni méprisant, ni arrogant, non! Non, il est obligé de composer avec la bêtise crasse de son peuple, constitué de factieux, d'abrutis, de groupuscules de cons, d'ineffables andouilles et de dangereux crétins qu'on appelle les opposants. Jamais il ne pense à lui. Non! Oui, c'est une fausse impression due au manque de neurones dont sont dépourvues ses ouailles. Il est au contraire prêt à se sacrifier. Oui, se sacrifier sur l'autel du réformisme pour sauver les hommes du péché et de l'incompréhension. Il n'est pas l'élu. Non, non, il est le Messie. Messie! Il est envoyé par le tout-puissant libéralisateur pour expier nos péchés de manifestants égarés. Jésus Emmanuel! Et parmi nous, pour prêcher la bonne parole, il finira crucifié.
Mais en attendant, il accomplit des miracles. Il transforme l'injustice en justice. Il ressuscite le moribond retraité de 62 ans en lui offrant 2 ans de vie supplémentaire. Il a ouvert le monde politique en deux pour guider son peuple vers des jours meilleurs. Gloire à toi! Ah! Oh Seigneur, pour les 4 ans à venir, dans ton paradis terrestre, constellé de modestie, de respect et d'empathie, nous essaierons, ô guide suprême, d'être à la hauteur de ton immense talent. Nous plierons les genoux devant tes volontés divines. Nous courberons l'échine devant tes paroles sacrées. Nous censurerons nos critiques indignes de toi, l'élu des élus. Nous avons mérité ta punition divine. Égarés que nous sommes, nous avons mérité ton 49-3. 49 de long, 3 de large. Continue de nous punir. Oh, roi des progressistes, nous ne sommes pas dignes de toi et de tes messianiques visions. Tu es tout, nous ne sommes rien. Nous ne te méritons pas. Pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal qui nous gangrène. Fais s'abattre sur nous le châtiment que nous méritons, la divine matraque de policier. Frappe-nous, frappe-nous de la foudre de ton génie. Fais-nous rendre l'argent que nous pensions mériter, méprisable, malhonnête que nous sommes. Fais-nous travailler, fais-nous suer, fais-nous payer notre paresse pour ta gloire et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai envoyé le texte à l'Élysée, j'ai pas de retour. Et derrière, donc, Olivier Véran. Son corbeau noir, voilà, qui déclare il y aura demain d'autres réformes. Ils cherchent, les mecs. Voilà. Et Macron qui rajoute juste derrière, pour ceux qui ne sont pas encore assez énervés, cette phrase éminemment dangereuse: si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'est pas moi qu'il fallait élire. Fallait voter extrême droite, bande de cons! Et voilà. Et attention, les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ce mec est quand même une usine à frustration qui fonctionne à 100%. Voilà. Et le problème, alors j'ai bien réfléchi, c'est le problème des réformistes. Voilà, parce que c'est le problème de fond. Le problème des réformistes, c'est qu'ils veulent réformer. Voilà. Non mais c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par l'immobilisme. C'est-à-dire dès que par exemple ils voient un mec assis, comme ça ils font ah! Tu vois, ils vont jamais au musée, les statues, ils peuvent pas. Il faut que ça bouge, il faut que ça. Alors même quand tout va bien, donc du coup ils cherchent des problèmes. Voilà, parce qu'il faut qu'ils réforment. C'est un peu comme l'artisan. Vous voyez, l'artisan qui vient chez vous, vous l'avez fait venir parce qu'il y a juste une petite fente là dans le coin. Voilà, je lui dis juste, il faudrait. Et là, le mec fait. Oh, faut tout refaire là. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Et donc, Macron, qui a déjà parlé une fois, a reparlé. Donc, l'allocution, je ne sais pas si vous l'avez vu, du 18 avril, à l'Élysée, solennel, hein, tout seul. Alors, c'était, je ne sais pas si vous voulez, c'était surréaliste. Mais c'était, même les experts en expertise, hein, spécialistes en spécialisation, étaient comme ça. Moi, je l'ai regardé, je me rappelle, j'ai regardé sur le LCI, et vous voyez, il y a son allocution, et derrière, les mecs qui ont 35-40 ans de politique, hein, des vieux de la vieille. Il y avait Arlette Chabot, vous dire, tu vois, 125 ans, tu vois. Et derrière, ça, et le mec dit... Il vient de finir, passe la parole. Alors, Arlette, une première analyse, et là, elle est là. Et elle-même le dit, et dit, je passe mon tour, là,
C'est-à-dire, les mecs ne savaient pas que... Non mais je sais pas, non mais c'était surréaliste, hein, c'était... De toute façon, il habite plus avec nous, donc c'est normal, hein, il parlait à des gens qui sont sur une autre planète, enfin par exemple, j'aurais pu prendre tout, mais j'ai pris une phrase, comme ça, il nous parle, dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil. À vue d'œil, hein. Non mais vous rigolez, mais vous allez voir en septembre, vous allez devant l'école, vous allez faire, oh putain, prenez un GPS, hein, parce que... Non, elle a changé à vue d'œil. Et alors, et après, j'ai dit... Et voilà, et on a 100 jours maintenant. 100 jours. Après, c'est trop tard. 100 jours, il l'a dit, comme ça, 100 jours. Mais les experts en expertise étaient là, oui, ça fait 3 mois, donc... Donc 100 jours après, c'est 100 jours pour vraiment réformer la France, la sauver, enfin là. et alors pour ça, il dit évidemment, il faut 100 jours, mais pour ça, il faut rassembler les Français. Ça, c'est fait. Et après, il dit, et on va y arriver, parce qu'il ne s'imagine pas que les gens doutent, tu vois, et on va y arriver. Pourquoi? Alors là, le grand moment de son intervention. Pourquoi on va y arriver? Parce que je vous avais dit que nous rebâtirions Notre-Dame en 5 ans, eh bien, on va le faire. Je ne sais pas, là, moi, je pense qu'il faut l'enfermer, moi, personnellement. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, suite à tout ça, pour être sûr que les Français le détestent vraiment, hein, parce qu'ils croient à personne, hein, c'est psychopathe, hein, et il est allé à leur rencontre. Il a multiplié les déplacements, et là, quand même, à un moment donné, il a fait... ouais, effectivement, là, il y a un truc. Voilà. Et là, la casserole devient mythique. La casserole, les ventes explosent. Non mais c'est vrai en plus, les ventes de casseroles explosent. Ils voulaient réindustrialiser la France, là c'est un début. Les déplacements des membres du gouvernement sont tracés, les siens, à chaque fois qu'ils arrivent. Tellement de bruit, tellement de bruit, donc la police finit par saisir les casseroles. C'est-à-dire, on vit dans un monde où on nous aurait dit il y a 2 jours, dans 2 jours, la police va saisir des casseroles. Non mais on va mal, hein, Donc la police finit par saisir les casseroles, du coup relance le barbecue. Et là, l'autre est obligé de se déplacer, il y a les flics partout, il se retrouve tout seul. Le soir de la finale de la Coupe de France de foot, il est obligé de saluer les joueurs dans le couloir, comme un con. Pléonasme. Alors, le 8 mai, aussi, vous avez vu, commémoration de la Libération, tout seul sur les Champs-Élysées. Là, le mec, normalement, un mec normal dit, il y a un problème, là, il y a... Non, lui, il était très content, il était tout sous le roi sans son peuple. Voilà, de toute façon, il est tout seul, qu'il y ait du monde ou pas. Voilà, mais revenons aux retraites. Alors, donc, on fait un petit résumé. Donc, débat à l'Assemblée du 6 au 17 février, tsunami d'amendements, on discutera pas l'article 7 sur l'allongement de départ à la retraite, direction le Sénat. Bon, là, la retraite est discutée, la réforme des retraites est discutée par des gens qui devraient y être. Et là, tu te dis, bon, il y a une couille, là aussi, là, il y a... Et là-bas, tout se passe bien, là, au Sénat. Oui, ça avait gueulé un peu à l'Assemblée, mais là, entre gentlemen, de temps en temps, ils font « Ouais, Jean-Pierre, quand même, je pourrais parler !» Ouais, viens au bar. Alors, et donc, et là, l'article 7, voté, grâce à... Et ça, là, on a appris des trucs, au moins. Grâce à l'article 42. Alors, l'article 42, je sais pas si vous savez, ça réduit, dans les débats, ça réduit le temps de parole. Voilà. Donc au Sénat, comme ça, à un moment donné, il y en a un, Jean-Pierre, Parti Socialiste, à vous la parole. Oui, je voudrais dire... Ah bon. Ta gueule, Jean-Pierre. Voilà, c'est beau la démocratie quand même, hein. Alors,
Et là, retour à l'Assemblée le 15 mars, et là, on compte les voix, suspense. La loi va-t-elle être votée ou pas? Il en manque 3, il y en a 3 de plus, il manque 10, 5, pan, y aura-t-il une majorité? Hop! 49-3, c'est le porte-avions. Voilà. Et derrière ça, donc, le ministre du Travail... Je crois que c'est le pire. Non mais moi, je veux pas faire de délit de faciès sur le physique, il faut pas... Attends, mais lui, tu ne peux pas. Je veux dire, ça ne va pas, il ne va pas, ça ne va pas. Il est pas présentable, enfin, je veux dire, il est pas... Non, mais surtout pour une réforme des retraites, je veux dire, il est... Mais même la voix, tu vois, là... Tu fais... non, moi, tu le vois, je suis désolé, moi, tu dis, c'est un déviant sexuel, moi, pour moi, c'est... Non, mais je sais, j'en ai pas un, hein, mais je sais, c'est... Moi, la première fois que je l'ai vu, je vous le dis, hein, c'est le premier truc qui me veut, je lui dis, c'est un enculeur de chèvre. Ne me demandez pas pourquoi, hein, j'ai pas de réponse, je l'ai vu dans un champ, avec Biquette. J'ai toujours cette image, d'ailleurs, elle ne me quitte jamais. Chaque fois que je la vois, j'entends. Bah. Voilà. Et lui, visiblement, est content. Enfin, il est... Voilà. Alors, donc, Olivier Dussopt... Non, mais j'arrive pas... Vous savez, quand vous avez une image qui est intégrée, là, chaque fois que je le vois, là... Hop, je le vois, et il est coincé, en plus. Hein, parce qu'il il se déplace avec, enfin, il est... Voilà, et au bout d'un moment, les gens font pas attention. Tu vois, non, je voulais dire que pour la réforme des retraites... Voilà. Alors, donc, Olivier Dussopt qui, juste après le 49.3, donc, on lui avait dit, les journalistes lui disent, bah, vous aviez dit que vous n'alliez pas utiliser 49.3. Alors, dire pourquoi vous l'avez utilisé. Et là... Ministre du Travail qui déclare, je vous livre cette phrase, moi je n'ai toujours pas compris. Hein. Pourquoi avez-vous utilisé le 49.3 ? Parce que nous avons considéré que le texte tel qu'il était construit avait une majorité politique. Là je me suis dit, c'est pas lui qui a parlé, c'est la chèvre. Derrière, resuspense, va-t-il y avoir motion de censure à suivre? Le gouvernement va-t-il sauter? Elisabeth Borne servir de fusible? À ce moment-là, bon, elle a le physique. C'est vrai, elle, tu la vois, t'as envie de la coller dans un compteur, de toute façon. Alors, donc le gouvernement va-t-il sauter? Et à ce moment-là, souvenez-vous, en même temps que les banques. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On s'en souvient déjà plus, mais quand il va y avoir un crack, on va s'en rappeler. Il y a un crack, une banque, une grosse banque de start-upers aux États-Unis qui fait faillite, banque américaine, et après on se dit, oh là là, l'effet domino. Et là, en Europe, ils font, non, vous inquiétez pas, pan, pof, 15 jours plus tard, le Crédit Suisse fait faillite. Le Crédit Suisse, une banque. En Suisse! Une banque en Suisse! Oh! Le Crédit Suisse, alors, c'est là, numéro 2 des banques, hein, c'est pas la première. Spécialisé, hein, mais tout ça est vrai, le Crédit Suisse qui blanchissait l'argent de la drogue et des pots de vin africains. Bon, bah, c'est une niche. Alors, et là, chez nous, évidemment, à ce moment-là, on se dit, mais oh là là, et nous, nos banques, voilà. Et là, le ministre de l'économie, hein, qui a bradé les autoroutes, qui nous fait, faites-moi confiance. Nous, les banques, c'est du solide. C'est là que j'ai eu peur. Voilà, c'est du solide, mais n'allez pas retirer votre argent en même temps. Alors, revenons à la réforme des retraites. Finalement, pas de censure. À 9 voix près, la droite, évidemment, n'a pas de couilles, ça se saurait. Du coup, c'est reparti pour les grèves et les manifestations, mais, tac, plus énervé. Là, on passe ça casse un peu, ça commence à brûler, il y a des poubelles partout dans Paris, les mecs en profitent, bon, ils font incinérateur, et arrive le drame, évidemment. Ça devait arriver.
le roi d'Angleterre, qui devait venir, annule sa visite. Bon, vous me direz, à l'époque, il n'était pas roi encore, hein. Il s'est fait couronner après avec comment elle s'appelle? La salope, là. Camilla. Hein? Bon, j'ai pas suivi l'histoire vraiment, mais visiblement, elle, c'était une salope, hein, c'est ça, hein. Vous avez l'air autant courant que moi, c'est bien. Alors, et ben maintenant, c'est la reine des salopes. Alors, c'est entre nous, évidemment, hein. Alors, donc Charles III ne vient pas, visite annulée. Je trouve ça con, moi. Ça aurait été bien qu'il vienne à ce moment-là, en plein merdier. Oh! Mais au moins, on serait amusé. Il devait descendre les Champs-Élysées aussi, avec la garde républicaine. Voilà, les deux rois qui descendent en même temps, comme ça. Puis comme il y a les poubelles partout dans Paris, les gens auraient balancé des... Oh, au moins, on aurait ri. Il y avait prévu un dîner à Versailles. Ça, c'est pareil, les mecs... Quand tu leur dis, on a le moral dans les glaces, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, et les mecs font, j'ai une idée, on va organiser un dîner à Versailles. Ça va calmer le peuple. Voilà, et dîner à Versailles annulé, c'est con, il y avait des asperges et de la volaille de Bresse. Bon. Cocktail Molotov au dessert, ah, ça aurait été bien ça, bon alors... Et à ce moment-là, bon, ça va pas durer, mais à ce moment-là, se passe un truc que tous les gouvernements, que tous les n'aiment pas, les jeunes commencent à entrer dans la danse. Bon, ça s'est calmé après, mais bon. Et ça, c'est pas bon, ça. Ils aiment pas, le gouvernement, quand... voilà. Comme dit le vieil adage, je sais pas si vous le connaissez, les lycéens, c'est comme le dentifrice, une fois sortis du tube, tu peux plus les faire rentrer. Et comme dit un membre du gouvernement, j'ai pas noté son nom, mais à ce moment-là, on lui dit, là, il commençait quand même un peu, parce que les jeunes qui rentrent dans le mouvement, ça, c'est... et là, on lui dit, c'est mauvais pour vous, ça. Et le mec triche pas, il fait, oui, non, ça, effectivement, ça, là, c'est pas bien, ça. Pas bon signe, ça, c'est pas... Et là, il prononce cette phrase maléfique. Oui, parce qu'un jeune blessé, c'est toujours une inquiétude. Un vieux moins. Cela dit, bon, sans vouloir être cynique, mais moi j'aurais été à la place du gouvernement, voilà, il y a eu quand même pas mal de violences dans les manifestations. Moi j'aurais dit, le préfet de police, je leur ai dit, allez-y. Hein. Non, les jeunes, vous les touchez pas, voilà, par contre les retraités, ah bah faut faire des économies, tu vois. 200 de moins à chaque manif, retraite à... Tu vois, on passait à 63 ans, là. Hein. C'est vous qui voyez. Hein, moi, alors, donc, sinon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a s'ouvre, ah oui, s'ouvre à ce moment-là le débat éternel sur les violences. Alors, les violences, les manifestations. Alors, au niveau de la violence, bon, on vit une époque tellement timorée, tellement... Vous avez vu, on est tellement... Là, maintenant, une poubelle qui brûle, c'est une guerre civile. Hein, c'est... Voilà, alors évidemment, j'ai trouvé cette formule qui allait bien avec l'époque. C'est pas que le monde soit plus dangereux, c'est qu'on est plus informé. Je vous laisse réfléchir. Parce que finalement, de toute façon, des poubelles qui brûlent, tu les filmes pas, tout le monde s'en bat les couilles. Ok, bon, je vois que vous vous en foutez. Non, mais c'est vrai que l'époque est devenue un peu... Et... par hasard, je suis tombé, parce que je lis beaucoup la presse, sur une étude, il y a une étude anglaise, je ne sais pas si vous avez vu, mais étude anglaise, ce serait pareil en France, hein, qui a montré que, on parle d'insécurité, là, hein, de violence, maintenant, les enfants, c'est sur les enfants vont de moins en moins loin. Alors, je m'explique. Dans l'étude, par exemple, ils ont regardé un enfant de 8 ans. Prenez un enfant de 8 ans. En 1926, pouvait faire 9 km autorisés par ses parents autour de la maison. En 1950, 2 km. En 1979, 1. En 2007, 300 mètres. Et en 2023, on est en train de mettre au point des applications pour espionner nos enfants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moralité, si la guerre fait des morts, la paix des ravages.
Elle est pour moi, celle-là, hein, c'est bon? Alors, donc, au niveau des violences, c'est vrai que, bon, le 1er mai, là, on a encore monté d'un cran. Un policier qui s'est déguisé en bougie de Noël, bon... les mecs qui balançaient des boules de pétanque. Alors évidemment, les journalistes, ils disent « Ouais, bah, ils balancent des boules de pétanque. Bah, ils ont pas de cochonnet !» Voilà. Mais sinon, bon, les Black Blocs peuvent être drôles, hein. Vous allez voir qu'ils sont drôles. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un des slogans pendant la manif. Slogan des Black Blocs, comme ça, et qui chantait vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme. Moi, je trouve ça frais. Alors, et à ce moment-là, comme d'habitude, comme à chaque manif, comme pour rien, on recommence l'éternel jeu du c'est qui a commencé. Alors, les violences dans les manifestations, qui est responsable? Alors, bon, disons qu'en résumé, de plus en plus, pour mettre tout le monde d'accord, hein, nous vivons dans une démocratie policière. Ça va à tout le monde? Ça va, démocratie policière. Alors, les violences, essayons de comprendre. Voilà. Imaginez, vous êtes dans une manifestation, hein, mais il faut vraiment, imaginez, vous êtes dedans, hein, et devant, il y a les Black Blocs, hein, l'ultra-gauche, violente, hors des clous de la société, comme ça. Et là, vous êtes là, vous, et derrière, il y a les CRS, garants de l'ordre républicain. OK? Vous imaginez la scène, et vous êtes au milieu. Question. Qui vous fait le plus peur? Non, c'est instinctivement, hein, il faut répondre. Voilà, je n'ai pas d'a priori sur les questions, je vous pose, Et quand on voit les images, parce que maintenant les manifestations, c'est il y a un manifestant, un téléphone, donc des images, il y en a, voilà. Et je sais pas si vous avez regardé, quand vous regardez les images, mais toutes, hein. Quand il y a un merdier, vous savez, quand la foule est obligée de courir, quand il y a un problème avec des violences, enfin bon, voilà, regardez bien, pour se réfugier, les manifestants ne vont jamais vers la police. Alors que normalement, ça devrait être le cas. Voilà. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Voilà. Mais alors, imaginez par exemple, donc vous êtes coincé. Là, je vais vous apprendre un truc. C'est pas sûr que ça marche, mais bon. Et il y a un énervé qui n'a pas de cochonnet, donc qui balance une boule de pétanque. Bon. Alors bon, c'est pareil, il faut se mettre à la place des CRS aussi. Bon, c'est quand même déjà, bon, ils sont mal payés pour le boulot qu'ils font. Ils sont pas là les week-ends, leur femme a un amant, forcément. Ils passent des heures dans un car pourri, sans pisser. Je sais pas si vous avez vu, ils sont tous allés, les représentants des syndicats de flics, sur les plateaux de télé. Et ça, c'était leur leitmotiv à un moment donné, ça a duré 15 jours. Quelquefois, oui, la police, ils sont dans les cars, ils sont 10 heures sans aller faire pipi. Avec tout ce qu'ils boivent, là, je ne sais pas comment ils font. Bon. Voilà. En plus, déguisés en Robocop. Et là, ils viennent d'apprendre, comme tout le monde, qu'ils vont bosser 2 ans de plus. Bon. Donc la police, quand même, est sous tension. Et comme l'électricité augmente, bon. Et, alors, vous imaginez la scène, hein. Vous êtes au milieu, il y a un mec qui balance une boule de pétanque sur les flics, tac, et vous êtes au milieu, tac, la police charge, vient vers vous. Ne paniquez pas. Et là, je vous donne mon truc. Alors, indiquez-leur les chiottes. Je suis pas sûr que ça marche, hein, mais voilà. Bon, sinon pour conclure sur cette période de violence, hein, voilà, j'ai retrouvé cette phrase de Paul Valéry qui dit « Deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. » J'ai bien aimé. Alors, sur les retraites, bon, on arrive à la fin, le dernier espoir, le Conseil constitutionnel. Bon, voilà, ça veut dire que ça va mal. Là, hein, alors, et là, c'est Ubu. Alors, en gros, hein, on va pas aller dans les détails de législation, de constitution, etc. Mais grosso merdo, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une première demande de référendum d'initiative populaire qui a été refusée parce qu'elle a été déposée avant la promulgation de la loi.
Les mecs disent, bon, ok, on en repousse une derrière, après la promulgation de la loi. Et là, le nouveau projet de RIP il n'a pas pu être accepté parce qu'il ne doit pas concerner une loi déjà validée. Et ben oui, moralité, le Conseil constitutionnel, c'est comme Macron, on s'attend à rien, mais on arrive quand même à être déçu. Je vous rappelle donc que le Conseil, le RIP, ça a été mis en place par Sarkozy. Si on y avait pensé au début, on n'aurait même pas fait de demande. C'est fait pour pas marcher. Mais restons optimistes, parce que là, la plus grande nouvelle, je pense, elle est là. C'est passé inaperçu. Ils ont demandé quand même, la réforme doit être appliquée le 1er septembre. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Et là, il y a eu une interview dans ce journal du représentant de la caisse des retraites, hein, la CNAV, et le grand chef. Hein. Les journalistes lui ont demandé, bon ben là, c'est appliqué au 1er septembre, comment vous allez faire? Le mec fait, oh là là, attendez, de toute façon, le logiciel sera pas prêt. Et là, tu fais, putain. Bon, moralité finale de cette réforme, qui tient en une phrase célèbre que vous connaissez certainement. Il n'est pas de problème dont l'absence de solution ne finisse par venir à bout. Voilà. Et pendant ce temps, donc pendant tout ce temps de débat, de réforme, de manifs sur les retraites, le parti Reconquête et Éric Zemmour manifestaient sur l'île de Ré contre le déboulonnage d'une statue de la Vierge. Et Marlène Schiappa, donc a fait la une de Playboy, donc elle a fait une interview, elle a fait des photos dedans quand même un peu dans le drapeau français, hein, visiblement elle faisait croire qu'elle était à poil dessous, hein. Salope. Ah non mais là on peut y aller, là les filles là, excusez-moi mais non, là elle a prêté le flanc, même pas les deux flancs elle a prêté là, hein, là non, elle est à poil dans Playboy là. Bon eux il a fallu qu'ils élargissent le magazine mais non, elle a un gros cul, hein, c'est bah, elle a qu'à pas le montrer, hein. Voilà, déjà quand elle le montre pas, on le voit. Alors, donc, Marlène Schiappa, les filles qui sont là, oh. Mais non, mais en fait, c'est de sa faute, merde. Je pose dans Playboy. Alors que je pourrais. Bon, alors sinon, pendant ce temps, donc, Marlène Schiappa fait des photos dans Playboy, Macron, une interview dans Pif Gadget. Et le préfet de police de Paris va chez Hanouna. Je me demande des fois si c'est pas moi le plus sérieux. Voilà. Bon, sinon, deuxième gros dossier. Alors, déjà, bon, on n'a pas le moral en ce moment, hein, on n'est pas au top. Les nouvelles sont... et on a eu... Alors, vous avez l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'était hier. On a eu un fait divers. Alors, le fait divers des faits divers, on en a rarement comme ça nous a tenu pendant plus d'un mois. Donc, l'affaire Pierre Palmade. Alors, on va revenir dessus, là, parce que c'est... Bon, là, je vous préviens, là, vous voyez la ligne rouge? On va aller là-bas, hein, on va y aller. Alors, l'affaire Pierre Palmade, voilà, le résumé de ce que sont les médias. Alors, une onde de choc a atteint la France. Voilà. C'est ce que disaient les médias, voilà, dans leur ensemble, hein, on va pas détailler. Une onde de choc, et c'est vrai, à l'époque, souvenez-vous, il y a eu le tremblement de terre au même moment, hein, en Turquie et en Syrie, qui a fait 40 000 morts. Hein. Et bien, on a parlé 40 000 fois plus de l'affaire Pierre Palmade dans les... voilà. Alors que l'affaire Pierre Palmade, il y a eu quoi? Il y a eu un demi-mort. Bon. Ah, je vous avais prévenu, hein, moi, c'est... Non, mais c'est pour vous que je fais tout ça, moi. Hein. Il faut crever l'abcès, les enfants, sinon on n'y arrivera jamais. Hein. C'est pour... Franchement, pensez que ça m'amuse. Et là, on a eu le fait divers, les faits divers, du non-stop.
avec défilé d'experts en expertise, de spécialistes en spécialisation. Tout était prétexte à polémique, analyse, débat sans fin, documents, reportages, enquêtes, rebondissements. Les médias, enfin, tiennent leur monstre. Et il en faut un, ça défoule l'opinion. Les médias avaient donc au départ tous les ingrédients. Une vedette sous cocaïne. Ouais! Et dans la voiture d'en face, une femme enceinte qui a perdu son enfant. Ouais! Et là, débat sur le droit à l'IVG à plus de 6 mois. C'est pour vous que je fais tout ça. Vous pensez que ça m'amuse? Et là, on apprend en plus, déjà, il y avait tous les ingrédients et il y en a un supplémentaire dans la voiture du monstre. On apprend qu'il y avait 2 passagers mystères. Tu dis, mais c'est un film! 2 passagers mystères qui se sont échappés après l'accident. Oh, et là, aussitôt, la maison du monstre est perquisitionnée. Mais elle a été débarrassée avant, rangée. Par qui? Oh, la femme de ménage! Et là, débat sur le travail au noir des femmes de ménage. Voilà. Et on apprend à ce moment-là que le monstre sortait d'une soirée chemsex. Ouais, et là, la France entière apprend ce que c'est qu'une soirée chemsex. À mon avis, il y en a eu plein depuis. Chemsex, hein, vous voyez ce que c'est, hein? Bah, tout le monde, de toute façon, vous en avez bouffé, hein. Voilà, c'est contraction de chemical et sexe. C'est-à-dire, c'est une soirée pour avoir une... tu prends des chemicals, et puis... et là, t'as une sexualité, mais alors... débridé, mais totalement, t'es complètement désinhibé, enfin, tu vois, tu vois une chaise, tu l'encules, tu vois, Voilà, et alors, oh, Olivier! Et à ce moment-là, tu te dis, il manquait plus que Michel Houellebecq attaché une croix de Saint-André, et là, on était au top. Bon. Et là, on apprend que le monstre risque 7 ans d'emprisonnement potentiel. Oh, tu changes de chaîne, 8 9, 10, qui dit mieux? Et là, on a du minute par minute, tous les détails. On a droit à une interview du neveu, de l'oncle, du cousin, du conducteur, suivi d'un débat sur la reconstruction personnelle, pas de la voiture, hein. Et là, à ce moment-là, la question que se pose, les médias, y a-t-il eu un vrai mort? Les médias jubilent, c'est glauquissime. Et oui, en effet, le bébé a-t-il respiré entre le moment de la mise au monde par césarienne après l'accident et sa mort? Là, on atteint les sommets, les médias jouissent. Suspense! Et là, on apprend que oui, le bébé a vécu 30 minutes. Oh, un papillon. Oh! Et là, évidemment, la France est en colère. On peut le comprendre, déjà qu'on a du mal à financer les retraites, ça en fait un de moins. C'est pour vous que je fais tout ça. 30 minutes, il a vécu. Vous vous rendez compte? 30 minutes. Et là, mais je pense que c'est lui qui a raison. Il est sorti, le bébé, il a vu le monde, il a fait, sans moi. On pense à toi, bébé. Donc, homicide involontaire. Les médias jubilent. Le conducteur a subi des tas d'opérations. Apprends-toi à ce moment-là. Ça commence avec 2 opérations, 3, 4, 5, 10, 50, 162 opérations. Et on apprend qu'il y avait également un enfant de 6 ans dans la voiture qui a la mâchoire cassée. Il est défiguré à vie. Alors on apprend que la mâchoire est cassée en 2 et après ses dents sont là. Là, les médias jouissent en direct. Et là, on a droit à des témoignages de victimes de la route, de représentants de victimes de la route, d'avocats de représentants de victimes de la route, suivis de débats sur la prévention routière, des limitations de vitesse et le renforcement des pare-chocs. Et là, que devient le monstre dans toute cette histoire? À peine réveillé, il a fait des excuses. Il est, paraît-il, dévasté. Il demande pardon du plus profond de son âme. Non! Disent les victimes, la France est d'accord. Non! Lynchons-le, empalons-le! Le tout suivi d'un débat sur le pardon. Et là, on apprend que le monstre est en garde à vue. Débat sur le manque d'ophtalmo en France. Il porte un bracelet électronique, témoignage d'un bijoutier. Et là, on apprend qu'il est en détention provisoire. Va-t-il aller en prison directement, en attente du jugement, ou rester en liberté conditionnelle? Oh, suspense! En effet, il pourrait s'enfuir. Ben c'est vrai, il passerait inaperçu.
Eh mais c'est pas si con, parce qu'au même moment, souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe, mais exactement au même moment, sur 2 plages de Normandie, 2 tonnes de cocaïne bien emballée s'échouent sur le sable. Imaginez le monstre libéré en liberté conditionnelle. Bon, il reprend sa bagnole, je veux revoir ma Normandie. Et alors, est-ce que le monstre va aller en prison? En attendant, on a droit à des documentaires sur la prison de Fresnes, la prison de la santé, témoignage d'un ancien directeur, visite guidée des cellules VIP où le monstre devrait aller. Voilà, témoignage de VIP connus. Et là, on atteint un climax. Témoignage de Balkany. Et là, tu fais, là, on va mal. Non, là, on passe de accident de voiture, pan, Balkany. Voilà. Et là, le monstre est interrogé. Pourquoi s'est embardé? Pourquoi ce départ avec la voiture? Et là, on a droit à des simulations, des croquis, des plans, des trucs en 3D, des débats sur les embardés et les déports, avec témoignages de rambardes de sécurité abîmés. S'agit-il, à ce moment-là, la France est en haleine, s'agit-il d'une négligence, d'un manque de lucidité dû à la cocaïne? Sûrement. D'un problème technique, un passager qui l'a perturbé? La France entière pense à la même chose. Et là, on apprend, mais c'est pas possible, que le monstre allait faire ses courses. Il nous parle de ça pendant 2 jours. Il allait faire ses courses. Mais quelles courses? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait acheter? Oh, il allait faire ses courses. Ses courses. Et faire ses courses. Et là, tu dis pourquoi acheter de la drogue? C'est gratuit sur les plages en Normandie. Bon, enfin bon. Et là, on a droit aux circonstances de l'accident, du seconde par seconde. On apprend finalement que c'est à cause d'un SMS. Et là, doit-on supprimer le téléphone au volant, exiger un certificat médical pour tous, supprimer la drogue, supprimer le permis de conduire, les voitures, supprimer les routes? Et on ne sait toujours pas, suspense, mais qui sont donc ces 2 fuyards, ces passagers mystères? Et là, on apprend que ce sont des escort boys. Et là, on apprend, ils sont rendus à la police. Ah, alors, dans les 2, le premier passager mystère, c'est un Marocain, sans papier. Et là, débat sur les bienfaits du Coran qui interdit la drogue et la sodomie. Et l'autre passager mystère, 34 ans, s'appelle, ça ne s'invente pas, Sambou. Ça peut arriver, c'est un surnom à mon avis. Hein, dans les soirées chemsex, hein, vous savez, je pense que c'est... tu vois, il était en train de se faire pomper le nœud, et il y a un mec derrière qui a bousculé l'autre, tu vois, hop, et puis voilà quoi. Non mais j'imagine, hein, j'en sais rien. Hein. Et là, le fait divers s'essouffle un peu, mais tourne en boucle, tourne sur les chaînes de télé, les radios, les réseaux sociaux, ça n'arrête. Et là, heureusement, les médias sans contents rebondissent pas. Le monstre, tout d'un coup, est accusé de détention d'images à caractère pédopornographique. Et là, tu fais, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible! Donc, je vous rappelle, accident de voiture, Balkany, pédophilie. Les médias jubilent. Et oui, en effet, sur dénonciation de 2 hommes qui auraient participé avec lui à des soirées chemsex, ils ont remis des films à la police où on voit le monstre regarder des images à caractère pédopornographique. Donc on a des images d'images avec, je cite, une qualité qui laisse à désirer. Mais les médias en parlent en boucle. Il y a 2 affaires maintenant, c'est génial. Un monstre à 2 têtes. Non seulement il tue les enfants, mais il les viole avant. Et là finalement la télé enquête. Bah pourquoi pas? Voilà, et là on a droit à un témoignage d'un ami du monstre qui participe avec lui aux soirées chemsex. Un témoin clé de cette histoire de pédopornographie. Et alors, témoignage, alors, je sais pas si vous l'avez vu, témoignage anonyme avec le visage caché, que ça et la voix transformée. Que ça, le mec a dit, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Pierre.
Et là, le journaliste lui pose des questions. Donc, vous alliez aux soirées avec Pierre Palmade? Oui, j'ai participé. Et alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de ces images de... Oh, tu des conneries. Puis à un moment donné, tu fais... On t'a reconnu du SOP. Et là, le témoin, finalement, plein de témoins finissent par dire « Mais c'est n'importe quoi, ces histoires de pornographie, reperquisition chez le monstre, ces ordinateurs sont passés au crible, on ne trouve rien !» Sujet suivant, PSG Bayern, la composition des équipes. Et là, ça s'essouffle encore. Mais les médias continuent à en parler en boucle. Heureusement, rebondissement, le monstre est victime d'un AVC. Oh, chouette, se disent les médias. Voilà. Et évidemment, à cause de la drogue, bien fait parler. Et là, on a des témoignages sur tous les plateaux de télé d'anciens toxicos reconvertis dans les ordres. Moi, en fait, non. Je pense que il a dû simplement, il a pas fait un AVC, il a regardé la télé. Voilà. Et là, on a envie de dire à ce moment-là, oui, ce qui s'est passé est horrible, mais lâchez-le. Non. Et là, on vient d'avoir devant nous en direct, les médias ont rétabli la peine de mort. Oui, elles tiennent un monstre, elles ne le lâcheront plus. Et voilà, sa vie est épluchée, ses comptes bancaires sont épluchés. On apprend que le monstre est endetté à hauteur de 250 000 €. À cause de la drogue, bien sûr. Bien fait par lui. Et là, à ce moment-là, documentaire sur l'endettement. Voilà, comment va-t-il payer les dommages et intérêts aux victimes, etc. Et là, reportage sur Kofi Noga, la carte kangourou à la Redoute. Et d'un coup, mais d'un seul coup, plus rien. Fini. Silence. Depuis, aucune nouvelle de la famille. Je crois que les médias s'en foutaient un peu depuis le début. Moralité, si les médias sont le reflet de la société, nous sommes au stade final. Et là, pan, c'est les médias, une info chasse-l'autre, on passe à autre chose. Pan, qu'est-ce qu'on apprend? Le pape François I va-t-il démissionner? Oui, il est dans un sale état, là, comme ça. Il va-t-il démissionner? C'est une habitude chez les papes, maintenant. Et il démissionne. Voilà, il veut sa retraite plus tôt. Un insoumis. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est pour ça que j'ai appris cette info. C'est peut-être, ici il va y avoir l'élection d'un nouveau pape, il va peut-être pour la première fois être remplacé par un pape noir. Ah ouais, ça, vous voyez, ça fait bizarre, hein? Pape noir, alors la fumée sera noire, évidemment, ils vont tout inverser. Là, moi, je vous le dis, je le jure sur la tête de mes 3 enfants, en tant qu'anticlérical de base, si le nouveau pape est noir, je me convertis. Voilà. Et alors, comme si on n'avait pas assez le moral dans les godasses, pan, la guerre en Ukraine qui continue, c'est pas moi, c'est l'actualité. Kiev qui devait, rappelez-vous au début, un peu plus d'élan, tomber en 48 heures. Youpi! Voilà, bon là on attend une sorte de contre-attaque. Alors la grande question, nous occidentaux, c'est comment livrer des armes sans énerver Poutine, qui l'est déjà naturellement. Nous, notre grande question, c'est comment faire la guerre sans la faire. En fait, c'est comment faire la guerre en télétravail. Et du coup, le président ukrainien, Zelensky, a fait la tournée des popotes, vous avez vu, tous les pays d'Europe, pour aller voir, alors bon, qu'est-ce que tu me donnes des armes, voilà, lui, il voulait des avions, il a eu des drones. Bon, j'y connais rien en guerre, mais bon, nous, on a voulu lui refiler un porte-avions, mais il a fait, voilà, et du coup, il est allé voir le pape, vous avez vu, il a piqué toutes les hallebardes des gardes suisses. Bon, sinon, c'est le marasme, qu'est-ce que vous voulez? J'aurais bien vous... mais bon, qu'est-ce que je vous parle du climat? Non, mais c'est pas de ma faute, bon. Le climat est tellement détraqué, on a l'impression qu'il est en colère. Oh là là. La sécheresse, vous avez vu? On a des sécheresses même en hiver, maintenant. Voilà. Des régions, il y a déjà des restrictions. On n'a pas attaqué l'été. Oh là, putain. Et c'est pour ça que le président de la République, hein... Oh, toi, Seigneur! Veut faire une pause sur l'écologie.
alors qu'il n'a pas commencé. Mais on peut... c'est un génie. Voilà. Et on apprend que, entre autres, économie de flotte, là, il y a une idée qui a germé, il paraît que c'est génial, il va falloir récupérer l'eau des chiottes. Voilà. Pas pour la boire, hein, pour... Non mais disons que c'est une bonne idée, c'est pour arroser les cultures, tout ça, et tout le monde fait « Ah ouais, c'est chouette !» Bah oui, évidemment. Tu vois, en plus des pesticides, on va bouffer de la merde et du desktop. Et alors, je sais pas si vous avez vu, en 2100, si on continue sur ce rythme-là, c'est-à-dire si on continue, c'est plus 2 degrés et demi en plus, hein. Vous avez vu, c'est 4 degrés. On va prendre dans la gueule. En 2100, donc plus 4 degrés. Bon, là, à ce moment-là, la retraite sera à 75 ans. Et entre-temps, j'ai lu ça dans un journal le même jour, sur 2 pages. J'ai lu « Une astéroïde de 50 mètres menace de frapper la Terre ». Je sais pas si vous avez vu. Attendez, c'est pas fini. Et alors, dans l'article, il y avait donc la réforme des retraites, le climat détraqué, l'astéroïde, et en dessous, il y avait un long article sur les jeunes, et qui disait, une enquête, chez les moins de 20 ans, la consommation d'antidépresseurs est en hausse de 62%. Et le journaliste se posait la question à la fin de l'article, pourquoi ? T'as envie de lui dire, lis ton journal. Non, mais le climat est tellement détraqué, je ne sais pas si vous avez maintenant les rapports du GIEC, hein, les spécialistes qui nous alertent dans le vide depuis tant d'années. Les rapports du GIEC maintenant s'appellent des guides de survie. Sinon, pendant ce temps, on parle de climat, j'ai noté quelques trucs. Par exemple, une centrale hydroélectrique pétante neuve, hein, devait être construite en Haute-Savoie. Je ne sais pas si vous avez vu. Qui devait être construite, va être détruite, normalement, à cause d'un recours de France Nature Environnement, déposé avant le début des travaux, parce que ça dérange les truites. Je sais pas quoi dire. Mangeons-les. Tu vois ? Sinon, il y a des solutions. Restons optimistes, par exemple, la voiture électrique. Vous avez vu, hein, c'est l'avenir. Bon, les batteries, on verra après, mais la voiture électrique. Alors, le problème, c'est c'est que pour l'instant, elle coûte trop cher. Ça coûte un bras. Et les pauvres n'ont pas de chocolat. Donc, le gouvernement y a pensé, parce que vous pensez bien qu'il pense à tout. Le pauvre pourra acheter une voiture électrique, vous avez vu, grâce à une sorte de leasing. Il va être aidé par le gouvernement, un leasing, et ça lui coûtera au pauvre 100 € par mois. Voilà, et à la fin, l'épave est à lui. Alors, le problème, c'est que les crédits ont été votés, hein, pour que le pauvre puisse acheter une voiture électrique. Il y a juste un hic, on n'en fabrique pas. Des voitures électriques pour pauvres. Voilà, c'est les Chinois. Sinon, il y aurait bien d'autres solutions. Je ne sais pas si vous voulez, le biocarburant. Tu te dis, c'est une bonne solution, le biocarburant. Au départ, moi, j'y connais rien, mais je dis, tiens. Alors, les écolos sont contre. Ouais, c'est une fausse bonne idée. Alors, il y a les carburants de synthèse aussi. Tu te dis, ah, ben, c'est une bonne idée. Et les écolos, ils font, oh non, c'est une contre-productif. Alors, tu te dis, bah, on va mettre des éoliennes. Oui, mais pas là. Reste le nucléaire. Vous l'aurez voulu. Vous êtes d'accord ? Oui, tout le monde est d'accord. On y va. Alors, le nucléaire, c'est comme les retraites, hein. Vous êtes d'accord ? Ouais. Alors, parce qu'il y a eu, au niveau du nucléaire, il y a eu changement dans la politique nucléaire française. Si vous voulez, on est en manque de visionnaires un peu depuis 30 ans. Il y a eu changement à 180 degrés, la politique nucléaire en France. Pour résumer, la loi 2015 c'était hier, hein, prévoyait la fermeture de 12 réacteurs. Finalement, on devra en ouvrir 14. Et on va construire donc 6 nouveaux EPR, hein, des mini-EPR. Hein. Alors le problème, c'est que... Alors ça n'a pas commencé, hein, tout ce que je vais vous dire est strictement vrai. Alors on n'a pas commencé déjà, il y a du retard. Bon, ça c'est normal. Voilà, alors pourquoi ? Alors, parce que, premièrement, les plans sont pas finis. C'est juste des centrales nucléaires, hein, c'est pas...
Voilà, il n'y a pas encore les permis de construire, il n'y a pas le personnel qualifié pour bosser dedans, il n'y a pas le financement, et ça consomme trop d'eau alors qu'on n'en a plus. Sinon, tout va bien. Et là, je ne sais pas s'il y a des antinucléaires dans la salle, dormez tranquille. Ça n'aura pas lieu. Et je finirai donc par, avant le texte habituel, par une question existentielle, hein, qui, je pense, sera le début de la prochaine revue de presse. Question existentielle. L'intelligence artificielle, hein, on en parle de plus en plus. L'intelligence artificielle va-t-elle intégrer la connerie ? Mais ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas entraîner. C'est pour ça que je voudrais finir ce spectacle, qui n'en est pas un, par ce texte habituel. Je voudrais vous dire, faisons gaffe. Faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Cessons d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité, la réalité du monde devient mon triste sort, et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'info. Comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un con. Comment penser au long terme, rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant? L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme, qui lui-même fabrique de l'impuissance qui, à son tour, nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit, au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les deux pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous étouffe, avant que la défaite soit cuisante. Car comme disait le général MacArthur, toutes les grandes défaites se résument en une phrase. Trop tard. Bravo à vous!